Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, qui est-il, Sergueï Grishine? Cet homme, le voici, Sergueï Grishine, 56 ans. Il a fait fortune dans le secteur bancaire à la fin des années 90, juste avant l'ascension de Vladimir Poutine au pouvoir. Donc, il est le copropriétaire de la Rosneft jusqu'en 2008, une banque privée spécialisée dans le crédit aux PME, puis il a revendu ses parts. Pour la petite histoire, il est aussi considéré comme l'un des plus grands escrocs de Russie. L'un de ses tours favoris était d'utiliser de l'encre invisible sur des chèques, ce qui lui avait permis de détourner des milliards de dollars. Mais s'il est devenu célèbre, c'est surtout en raison de ses propriétés immobilières. En 2008, il est devenu l'heureux acquéreur d'un palace dans lequel ont été tournées une partie des scènes du film culte Scarface et plus tard de cette autre demeure, le château de Riven Rock. Pourquoi est-il célèbre? Eh bien parce qu'il l'a revendu il y a quelques années à Meghan Markle et au prince Harry au moment même où il décidait de quitter la famille royale. Terrain de 3 hectares avec piscine, maison annexe et terrain de tennis au cœur de Montecito. Montecito, il faut le savoir, c'est le refuge des stars d'Hollywood. Apparemment, le couple princier y vit encore. Voilà pour le côté flamboyant de Sergueï Grishine. Et que lui est-il arrivé donc? Eh bien, Sergueï Grishine n'est plus de ce monde. Une précision d'abord. Depuis sa prise de distance avec Vladimir Poutine, Grishine se sentait menacé. Il y a quelques années, il a appelé le président américain à l'époque, Donald Trump, pour qu'il l'aide à obtenir un passeport. Voici ce qu'il déclarait à ses proches. « Je suis sous le feu du monde criminel de Russie. Aider aux responsables russes aussi. » Les faits lui ont peut-être donné raison. Alors qu'il n'avait que 56 ans, il a brusquement contracté une maladie grave, des problèmes de circulation au niveau du cerveau, ont dit les médecins russes, ce qui aurait provoqué une septicémie. Quelle en est l'origine? On ne saura jamais, mais les médecins s'accordent à dire que c'est bien une réaction à une infection du sang. Le poison est peut-être donc l'une des hypothèses. Grishine a passé 1 mois dans un hôpital de Moscou. Il n'en est pas ressorti. Sa mort a été annoncée hier. Et la liste des personnalités, parce qu'on se dit souvent que c'était beaucoup le cas au début de la guerre, non. La liste des personnalités importantes russes décédées plus ou moins brusquement continue de s'allonger. Oui, on ne va pas refaire la liste entière car il y en a des dizaines et des dizaines, mais simplement depuis le début du mois de janvier, on peut citer il y a 15 jours Rovneiko, un ancien espion du KGB, Marina Yonkina, la chef du département finance du ministère de la Défense, tombée entre guillemets d'un balcon, l'ex-premier ministre du Daghestan, Magomed Abdoulayev, l'ex-directeur de Sukhoi et de Roscosmos, Dimitri Pavoshka, qui a succombé, lui, d'un mystérieux incendie de son appartement, et le général Makarov, lui, qui se serait suicidé. Voilà, ça continue, et ça s'accélère même. Merci Lucille. Vous connaissiez de réputation Sergueï Grishine? Non, je ne le connaissais pas particulièrement, mais ça fait, comme vous l'avez souligné, un de plus et une affaire bizarre de plus. Parce que, en fait, beaucoup de ces hommes, on ne sait pas très bien dans quelles circonstances ils sont morts et pourquoi ils sont morts. Alors, David, vous avez dit depuis le début de la guerre, mais en fait, en Russie, il y a quand même beaucoup de disparitions depuis bien avant le début de la guerre. Ah, bien Ça avant. s'est renforcé depuis le début de la guerre. Alors, bien sûr, dans les années 90, c'était particulièrement remarquable parce que là, il y avait des assassinats. Alors, on ne sait pas toujours si ce sont des assassinats politiques ou si ce sont des règlements de compte. Là, j'ai remarqué que vous avez parlé de sa déclaration sous laquelle il était sous le coup de la pègre. En fait, on ne sait pas très bien. Est-ce qu'on peut faire la différence clairement entre les deux? Parce que la question s'est beaucoup posée lorsqu'on a évoqué le parcours de Vladimir Poutine, de savoir si d'une certaine manière, ça n'était pas intimement lié. Oui, intimement liés, mais enfin, il y a des hommes qui sont morts ou qui ne sont pas morts mais qui ont failli mourir. Je pense à Alexeï Navalny, ou qui sont morts, je pense à Sergueï Skripal en Grande-Bretagne, l'ancien espion. Ça, on sait que ce sont des assassinats politiques. Mais il y en a d'autres qui peuvent être aussi des règlements de compte. Et en cette période
troublé de sanctions et de conséquences que ça a pour tous ces oligarques, eh bien, on ne sait pas très bien. Il y a une chose qui est sûre, c'est que la Russie n'est pas un État de droit, rappelons-le. La justice est aux ordres, c'est-à-dire qu'en réalité, on ne saura probablement jamais véritablement le fin mot de l'affaire et qui est le véritable commanditaire de cet assassinat. Si c'est un assassinat, ça reste quand même à confirmer, parce que sait-on jamais, il a pu aussi mourir de sa belle mort et d'une vraie maladie. Mariana, est-ce que ces affaires sont observées de près en Ukraine ? Ou plus ou moins. C'est toujours un bon plan d'observer l'ennemi, premièrement. Et deuxièmement, les Ukrainiens ont quand même une fine connaissance de la société russe. Et justement, je voudrais rajouter un tout petit peu à ce que vient de dire Anne, parce que c'est extrêmement juste. C'est que ces assassinats, qu'ils soient politiques, qu'ils soient motivés par d'autres conflits, qui peuvent être des conflits financiers, par exemple les conflits criminels, et en Russie, ça peut être trois à la fois, souvent trois à la fois, par ailleurs, au point qu'il est difficile de dire de quoi il s'agit. Ça n'a pas commencé hier, ça n'a pas commencé la dernière décennie, et même si il me semble à moi personnellement qu'il s'agisse réellement d'un empoisonnement, parce que on n'a quasiment pas de diagnostic, on n'a pas de maladie, on a une personne qui vient directement dans un état critique et qui décède par la suite. Donc ça a l'air d'être un empoisonnement. On pense tout de suite aux services spéciaux, sauf que c'est une longue tradition en Russie, figurez-vous, même pour des assassinats entre les criminels ou pour des conflits financiers. On a parlé d'une tentative d'assassinat d'Alexei Navalny avec le fameux poison Novichok. Or, il y a eu une affaire extrêmement connue au milieu des années 90 où un autre chef d'une grande banque et un escroc apparemment qui avait été assassiné à l'aide de Novichok, Ivan Kivelidze. Et à l'époque, c'était une très grosse affaire parce que le poison était mal utilisé et qu'il y a eu beaucoup d'autres victimes collatérales. C'est pour ça que cette affaire, elle a eu une certaine notoriété. Donc c'est difficile à dire à quoi c'est lié. Général, vous vouliez dire un mot? Oui, simplement que vous avez raison de poser la question. Est-ce qu'on peut faire la différence entre le système mafieux poutinien et le système mafieux? Tout ça est intimement lié. Les méthodes le sont. Je rappelle que le président Poutine a dit que les traîtres doivent payer. Il l'a dit. Une chose qui me frappe, c'est qu'il il avait sa villa aux États-Unis, il avait demandé refuge aux États-Unis, mais il est mort en Russie. Il est venu en Russie se faire soigner. Donc il y a quelque chose. Alors je crois même qu'il y était retourné avant. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut paraître surprenant. On a fouillé un peu dans cette perspective-là. Pourquoi est-ce qu'un homme qui s'estime menacé prend le risque de retourner en Russie? Mais c'est vrai que c'est le cas d'un certain nombre d'entre eux, visiblement. Oui, pensant être poursuivi par des mafieux, c'est ce qu'il disait, venir chercher refuge en Russie en disant peut-être là je vais trouver un refuge parce que la mafia aux États-Unis est tout aussi efficace qu'en Russie. Et donc voilà, je vais trouver cette... Et puis là, probablement le piège. Oui. Mais je crois que, le président Poutine a dit que les traîtres paieront. Il fait partie de ces traîtres, puisqu'il avait dit qu'il se désolidarisait. Deuxièmement, les méthodes sont exactement les mêmes. Oui. Et en effet, c'est un aspect extrêmement intéressant. Une personne qui se sent menacée, qui se rend en Russie. On peut établir une autre hypothèse sur la base d'un simple fait. On sait très bien que les oligarques russes, qui sont tous plus ou moins liés au Kremlin, essayent depuis quasiment 20-30 ans de s'introduire dans les hautes sphères britanniques. Ils utilisent très souvent la charité et les liens avec les membres de la famille royale parce que en Grande-Bretagne, ça donne une sorte de standing et ça ouvre les portes. On peut établir une hypothèse que Sergueï Grishine n'était pas si opposant que cela, et finalement, il a vécu jusqu'à 2022, si vous voyez, mais qu'il essayait également de s'introduire un tout petit peu auprès des personnalités britanniques, auprès des stars d'Hollywood, pour y exercer une sorte de soft power, et c'est pour ça qu'il jouait un tout petit peu à un opposant, comme c'est le cas de beaucoup d'oligarques qui deviennent tous opposants une fois qu'ils arrivent aux États-Unis ou à Londres. Sauf que ensuite, peut-être qu'il a été répatrié à Moscou, sans possibilité de quitter la Russie.
C'est Et vrai voilà aussi la qu'il y a un certain nombre de ces assassinats qui ont été commis à l'étranger. On parlait de Skripal. Bon, là, c'est signé pour le coup des services de sécurité russes. D'ailleurs, on peut se demander si c'était réellement politique, c'est-à-dire si l'entourage de Vladimir Poutine ou les services secrets russes cherchaient à dissuader les oligarques, les milliardaires, les hommes importants de ne pas critiquer Vladimir Poutine, est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt à, entre guillemets, revendiquer leurs actes, signer leurs actes par l'utilisation, par exemple, du Novichok ou autre, comme ça a été le cas pour Litvinenko ou pour Navalny d'ailleurs, ou pour Skripal. C'est intéressant comme hypothèse, parce que par exemple du temps de Staline, effectivement, lorsque Staline a fait ses purges, c'était un système qui était organisé, c'est-à-dire qu'il y avait des procès, de la torture, des aveux publics, etc., parce que pour faire régner la peur dans l'ensemble de la société russe. Et là, c'est vrai que ça ressemble à des actes mafieux, comme on le disait depuis tout à l'heure, plus qu'à des actes d'État, parce que si c'était vraiment ordonné par Poutine, la mise en scène, donc on va chercher un opposant à l'étranger, on le ramène, on fait un procès, ce qu'on fait en Biélorussie par exemple, la terreur que fait régner Loukachenko. Loukachenko, il n'a pas empoisonné le prix Nobel de la paix, pourtant il l'avait sous la main, il pouvait l'empoisonner, on n'en parlait plus. Non, il a fait un procès, il l'a montré dans sa cage, etc. Et il fait comme ça tomber une chape de plomb sur l'ensemble de la société. Moi, je partage votre sentiment, c'est-à-dire que véritablement, si c'était vraiment politique et pas mafieux, alors les deux sont peut-être mêlés, mais en l'occurrence, si c'était vraiment politique, l'intérêt de Poutine, ce serait de mettre en scène la chasse aux traîtres. Ouais. Oui. Général, vous lire. Non, tout à fait. J'annonçais les traîtres paieront. Je suis assez d'accord sur la mise en scène qu'il devrait y avoir. Maintenant, je reste persuadé que le système mafieux est tellement imbriqué avec le système politique. Il disait lui-même que c'était un escroc. C'était un escroc. Il y a probablement beaucoup de gens qui lui en voulaient. Et donc, il a accumulé les Et on peut problèmes. rajouter avec les services spéciaux en Russie, c'est une grande particularité. Et l'encre invisible au passage. Génial. Ouais. Enfin, c'est Tintin, là. On est dans Tintin, franchement. Alors, on a quand même regardé depuis le début de cette guerre. C'est vrai que ça existait avant, vous l'avez dit, Anne, ça s'est accéléré. Mais on n'a pas pu trouver une seule explication convaincante sur les disparitions dont on vous fait part assez régulièrement. C'est-à-dire qu'il faut sans doute se résoudre à l'idée qu'on ne saura jamais. Parce qu'il n'y a pas de justice en Russie. C'est ça, c'est le problème de la justice, c'est le problème du système politique russe. Mais Anne, on peut très bien mettre en place des tribunaux comme ça. Ah, bien sûr, mais c'est pas pour autant qu'on aura la vérité. Ah, mais bien sûr que non. Mais ce que je veux dire, c'est que plutôt que de pousser quelqu'un par la fenêtre, on le met en accusation. C'est un peu le tribunal révolutionnaire avec Fouquier-Tinville. Ça faisait régner la terreur en France et ça maintenait la paix. Ça a maintenu la paix civile par la peur. Oui, sauf que Poutine est un homme du KGB et que les méthodes appliquées par le KGB et la mafia sont les mêmes, et donc il fait appliquer les méthodes qu'il connaît. Quoi. Oui, enfin, les leçons sont ceux claires. Ceux qui savent vont comprendre. Oui, exactement, ceux qui savent comprendre. Et je voudrais juste rajouter que ces assassinats qui deviennent assez massifs, ces disparitions, il me semble que plus que faire peur, même si ça a cette fonction-ci également, ça a aussi une autre fonction. Il faut comprendre que ces gens-là n'ont rien gagné par eux-mêmes. Ils n'ont gagné que parce qu'ils font partie de ce système mafieux et qu'ils sont très souvent même soit des complices, soit de portefeuilles, soit des prête-noms. Donc en fait, ils possèdent beaucoup d'informations sur comment fonctionne le système. Donc en fait, quand on sent que quelqu'un puisse contacter, entre guillemets, les services d'autres pays et livrer ces informations qui sont précieuses pour le fonctionnement du système mafieux russe ou même pour les sanctions, pour qu'elles soient plus efficaces, par exemple, pour comprendre qui a un vrai poids, ce sont des informations précieuses. Donc, je pense qu'on élimine quand même pas mal de gens qui peuvent même souvent être loyaux, mais qui, tout simplement, en savent trop. Bon, voilà. Sergueï Grishine, le dernier d'une longue liste.